science joue un rôle absolument central. Non, c'est simplement que les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement. L'image est à l'envers. Comme un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de l'image. Nous sommes des scientifiques et nous avons nos outils. Lorsqu'on n'est pas scientifique, la vérité, on s'en fout. La science, c'est pas de pur savoir qui se promène dans les airs, c'est toujours dans des individus que ça se porte. Vous êtes sur LIRFM 93.1, bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci d'être fidèles au rendez-vous de Recherche en cours. Une émission présentée par Jean-Marc Galland et David Dumoulin. Bonjour David, comment tout va? Vous n'avez pas de micro? Je vous laisse aux manettes pour cette émission sur la science-fiction, je crois. Alors oui, aujourd'hui émission largement consacrée à la science-fiction, à ses utilisations possibles dans des contextes de médiation scientifique. Et on va également parler de l'image de la science telle qu'on la voit au cinéma, dans les fictions, d'une façon générale. Alors pour nous guider ce matin, on a le plaisir d'avoir une véritable petite équipe d'invités. Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA et professeur à l'école polytechnique, Charles Le Cellier, biologiste moléculaire au CNRS, et Matteo Merzagora, directeur scientifique du groupe Trace. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, Roland Lehoucq, on va commencer par vous, donc astrophysicien au CEA, certes, professeur à l'école polytechnique, ok, mais j'ai un petit peu l'impression que quand même tout ça c'est une couverture, et ce qui vous amuse le plus, réellement, c'est la médiation scientifique. Vous êtes l'auteur de, vous m'avez dit, 17 ou 18 livres, on ne les compte plus, vous faites une trentaine de conférences par an, vous participez à des expositions, vous rédigez des chroniques aussi dans des blogs, et toutes ces activités ont un point commun, un point de départ, c'est la science-fiction. Alors, j'ai envie de vous poser deux questions pour commencer. Pourquoi cette activité en médiation scientifique et pourquoi le choix de la science-fiction? Alors, la médiation scientifique, c'est quelque chose qui me passionne parce que j'aime communiquer ce que j'ai mis du temps à comprendre. En général, j'apprends des trucs tous les jours, des fois des choses extrêmement simples que je me consterne moi-même de ne pas avoir su avant. Et du coup, j'ai beaucoup de plaisir à transmettre ça, à faire gagner du temps éventuellement aux jeunes étudiants, aux étudiants que je peux avoir, leur faire gagner du temps, c'est-à-dire leur faire remarquer qu'il y a des choses qu'ils auraient dû savoir eux aussi avant, des choses simples, des choses étonnantes, et pour leur faire gagner du temps sur leur progrès scientifique et sur peut-être leur future découverte scientifique ou leurs futurs travaux scientifiques. Et alors pourquoi la science-fiction? Parce que d'abord j'en ai lu quand j'étais adolescent, j'en ai lu beaucoup. J'en lis moins maintenant, mais j'en ai lu énormément. Et j'aime la science-fiction et j'aime la science. Et donc, comme entre science et science-fiction, il y a au moins un mot commun qui est science. Et donc, assez naturellement, je me suis interrogé dans ce travail de médiation scientifique, je me suis interrogé sur l'utilité ou la pertinence d'utiliser ces mondes imaginaires, ces mondes de la science-fiction, de la bande dessinée aussi éventuellement, de la science-fiction, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, pour parler de science, pour décrire la science, à la fois dans ses connaissances, les faits scientifiques, ce sur quoi les chercheurs s'accordent pour dire que c'est vrai à l'heure où ils le disent, et aussi sur la question de la méthodologie scientifique. Comment aborder ces mondes, comment discuter ces mondes. Alors, qu'on comprenne bien, quand vous parlez de science-fiction, ça ne se réduit pas aux livres de science-fiction, mais c'est aussi... Non, alors en fait, quand j'en parle en grand public, ça se réduit presque qu'au cinéma de science-fiction, qui est la chose la plus connue du grand public, qui malheureusement connaît beaucoup moins bien la littérature de science-fiction, mais cette littérature de science-fiction est bien plus grande en volume que le cinéma, et aussi bien plus intéressante dans les thèmes qu'elle aborde et dans les problématiques qu'elle discute. Donc le cinéma de science-fiction, c'est un peu la partie... disons, supérieure de l'iceberg, et il y a un énorme volume de science-fiction littéraire qui est souvent mal connu, ce qui fait que quand on parle de ces thèmes-là, pris dans des films de cinéma, pris dans des films, c'est plus connu, c'est plus pratique, et donc c'est le choix que je fais souvent, même si c'est pas, à mon sens, le choix le plus pertinent ou le plus intéressant. C'est quand même le choix le plus pertinent quand on parle à un grand public. Alors, est-ce que ce penchant pour la science-fiction, est-ce que c'est une chose qui est répandue parmi vos collègues astrophysiciens? Alors je dirais que non. Beaucoup en ont lu quand même, mais l'utilisation de la science-fiction ou considérer la science-fiction comme un vecteur intéressant de médiation scientifique, c'est à mon avis pas très répandu. D'accord, donc ça veut dire qu'ils vous prennent pas vraiment au sérieux. Un peu plus dans le monde anglo-saxon peut-être. En France, je crains malheureusement que la science-fiction ait les mauvaises presses. D'abord, on dit c'est de la science-fiction, et même parmi les scientifiques, mais dans le langage courant, pour dire que quelque chose, un projet, une idée est un peu, disons, un peu fantaisiste, fantaisiste ou un peu extrême. Donc ça peut avoir une connotation légèrement péjorative. Et ensuite, la science-fiction, c'est souvent perçu comme une science fictive, donc de la fausse science.
et pas comme une fiction scientifique, ou ce qui relèverait d'une autre époque en France qu'on appelle le merveilleux scientifique, qui est Jules Verne, tout simplement. Donc une science qui sert à rendre une histoire intéressante, même si la science est dans l'histoire, elle n'est pas au cœur de l'histoire forcément, c'est l'histoire qui prime. Donc la science-fiction, c'est pas de la science, c'est autre chose, et c'est une histoire. Et les auteurs de science-fiction ne sont pas des scientifiques, évidemment, ce sont des raconteurs d'histoire. Donc la science-fiction sont d'abord des histoires et des belles histoires, et qui empruntent à la science pour un cadre ou pour un contexte social qui permet d'élaborer autour de ça. D'accord, donc science et science-fiction ne cheminent pas indépendamment, il y a bien sûr... Oui, elles ne sont pas indépendantes, elles ont des points communs, mais évidemment, ce n'est pas la même chose. La science, elle a quand même... Si on compare, par exemple, le travail d'un médiateur scientifique, il a pour objectif quand même de raconter essentiellement sur la science des phrases justes, des phrases vraies, à l'instant où il parle, ce qui n'est pas forcément facile, il faut dire que des phrases vraies au moment où on parle, sachant que la science évoluant, que les opinions, que la science se construit aussi par consensus, mais il doit, pour un auteur de science-fiction, que la science soit vraie ou pas, je dirais à la limite il s'en moque. Une bonne histoire de science-fiction n'est pas liée à la qualité de la science qui est dedans. La science peut être fantaisiste et l'histoire peut être bonne. Donc il n'a pas ce souci de vérité scientifique. Donc il ne fait pas de la vulgarisation scientifique, évidemment. Simplement, il l'utilise pour un contexte, et là où ça devient intéressant, c'est qu'il utilise ces faits scientifiques, disons, ou ces faits techniques, pour essayer d'en discuter les conséquences sociales. Il pose des questions sur les conséquences sociales de la science, un auteur de science-fiction. Enfin, la science-fiction que j'apprécie, moi. Il y a évidemment la sci-fi, comme on dit, enfin la sci-fi, comme disent les Américains. Donc c'est Star Wars, c'est en gros les cowboys de l'espace. Bon, là, ça pose pas vraiment de questions autres que le plaisir du divertissement. Mais la science-fiction, à mon sens, la plus intéressante, c'est celle qui pose la problématique des conséquences sociales de la science. D'accord. Et donc, elles ont des voies parallèles. L'une emprunte à l'autre, la science-fiction à la science, et moins régulièrement la science emprunte à la science-fiction, mais elles ont quand même des moyens et des techniques et des outils mentaux différents. Alors, justement, on en vient au cœur du sujet. Comment vous vous appuyez sur de la science-fiction que vous avez décrit, avec ses côtés fantaisistes, romanesques? Comment vous vous appuyez sur cette science-fiction pour faire de la médiation scientifique? Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau qui tombe sous le sens et qui est, à mon sens, pas le plus intéressant, que de dire on prend un film de science-fiction. Je dis un film parce qu'encore une fois, ce sont les choses les plus courantes, mais une œuvre de science-fiction au sens large, les plus connues. Et on regarde si c'est juste ou si c'est faux. Alors ça, c'est pas très intéressant parce qu'en général, c'est faux. Et puis, c'est pas très intéressant parce que ça positionne le chercheur comme une sorte de censeur qui dirait, en gros, ce film est bon parce que la science est bien, ou cette œuvre est bonne parce que la science y est bien traitée, puis celle-ci est mauvaise. Et en général, la réponse est, ce serait mauvais parce que la science y est maltraitée. Enfin, d'accord, une sorte de pisse-froid qui... Voilà, exactement, un pisse-froid ou un empêcheur de tourner en rond. Bon. Donc, c'est pas la chose la plus intéressante. Elle peut se faire au passage pour ne pas laisser passer d'idées fausses qui pourraient émerger, parce que la science-fiction participe aussi de la diffusion des idées et des connaissances scientifiques. Mais comme ce n'est pas son but premier, et qu'elle déforme, qu'elle transforme la science dont elle s'empare, parfois les idées qu'elle transmet peuvent être fausses. Donc ça, c'est le premier niveau qui est, à mon sens, pas le plus intéressant. Le deuxième niveau, c'est de se dire qu'est-ce qui nous manque, ou comment je ferais pour faire la même chose. On voit un vaisseau spatial, on voit un sabre laser, on voit, je sais pas quoi, une machine qui lit les pensées. Est-ce que c'est réalisable actuellement ? Et comment je ferais ? Est-ce que j'ai les moyens de penser cet objet-là ? Y compris de le rendre, même si c'est très difficile, c'est-à-dire un vaisseau interstellaire, par exemple, c'est pensable avec la physique moderne, il n'y a pas besoin de physique nouvelle, il n'y a pas besoin de physique extraterrestre, entre guillemets. On peut le penser, ça reste un projet gigantesque, extrêmement difficile à réaliser et qui est très très au-delà de nos capacités actuelles. Néanmoins, on peut le penser dans le contexte scientifique actuel. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui nous manque ? Est-ce que c'est de l'énergie ? Est-ce que c'est des sous ? Est-ce que c'est de la physique ou de la chimie ou de la biologie qu'on n'a pas inventé pour comprendre ces choses-là ? David ? Ouais, j'ai une question un petit peu qui me vient en vous écoutant. Vous parlez finalement d'anticipation, de romans d'anticipation et pas seulement presque de science-fiction. Et je me disais dans des sciences comme l'astrophysique qui sont quand même qui essaient de découvrir des lois, donc qui sont aussi d'une certaine manière des sciences qui d'une certaine manière se targuent de découvrir ce qui peut advenir. Donc est-ce qu'il n'y a pas des scientifiques qui font sérieusement de la science en essayant de pas seulement décrire ce qui s'est passé, mais ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'il n'y a pas des scientifiques dont c'est vraiment le cœur du travail scientifique, justement Eh bien, ça, c'est tout le travail de la prédiction, si j'ose dire. Enfin, prédiction au sens scientifique du terme. C'est-à-dire, quand vous avez... La base, c'est vous avez une pierre qui tombe, et vous avez le début du film, et vous essayez de déduire ce qui va lui arriver.
Voilà, vous allez prédire son mouvement. C'est pas de la prédiction au sens de l'astrologie, bien sûr, hein. Et donc la science, elle sait faire ça, la physique sait faire ça avec des équations différentielles, il faut résoudre. Enfin bref, il y a tout un aspect qu'on appelle le déterminisme en physique, qui en plus est discutable. Il y a des aspects très subtils ou même courants parfois où le déterminisme ne s'applique pas. En biologie, alors évidemment, on pourra en discuter longuement. Mon collègue biologiste, on pourra en dire bien plus long que moi là-dessus. Donc il y a des scientifiques qui effectivement essaient de se projeter dans le futur de leur discipline pour simplement essayer de résoudre un problème qui se pose. Ils essaient d'imaginer des voies nouvelles, alors que là il faut faire pleinement appel à son imagination, y compris la plus débridée, parce que si on ne se lâche pas, comme on dit, on ne va pas trouver cette voie nouvelle qui peut-être résoudra le problème qui se pose et qui se pose depuis longtemps. Et on se projette aussi dans le futur en essayant d'imaginer quelles expériences, par exemple, on va pouvoir mener. Quand il faut construire un appareil comme le LHC, le Large Hadron Collider de Genève, ça prend des années de construction, des années de tournage de boutons juste pour que l'appareil fonctionne, et après des années d'exploitation. Quand les gens ont pensé ça, c'était il y a 10-15 ans. Pareil, en astrophysique, les satellites d'observation de l'espace, les observatoires spatiaux, il faut les construire et il faut les penser 15 ans avant ou 20 ans avant qu'ils soient effectivement dans l'espace. Donc il y a une projection dans le futur. Et si maintenant on regarde la physique théorique, moi qui suis physicien, la physique théorique la plus débridée, il y a des choses où les théories physiques, ou ce pas vraiment des théories, les propositions des physiciens sont quand même proches, disons, de la science-fiction, enfin d'un imaginaire si débridé et surtout si lointain de la moindre possibilité de vérification par l'expérience de ces idées, qu'on se retrouve dans une situation où c'est de la science parce que ça part d'un cœur scientifique, disons, établi ou qui fait consensus, c'est développé, c'est tiré pour évoquer des choses, pour créer des choses intéressantes, par exemple les dimensions supplémentaires de l'espace, par exemple des univers multiples, et ces choses dont on parle, partant d'un cœur scientifique, disons, éduqué, on n'a pas le moindre moyen de les vérifier ou de les confirmer expérimentalement. Donc on se retrouve dans une dynamique qui est de l'imaginaire scientifique, où on part du cœur scientifique et on s'en éloigne pour essayer de créer quelque chose de nouveau qui est intéressant, éventuellement intéressant, mais qui nécessite évidemment encore de grands développements. Alors que la science-fiction, peut-être, elle part de l'imaginaire le plus débridé et elle tend vers le cœur scientifique dur sans y atteindre totalement. Sinon, ça fait souvent des choses moins intéressantes. Même Mathéo. si, oui, je pense à des auteurs comme Carl Sagan ou Freeman Dyson pour parler des physiciens, c'est des gens qui ont affiché là aussi le fait de se projeter dans une démarche de narration pour trouver les bonnes questions scientifiques. C'est-à-dire raconter des situations envisageables, c'est une façon de trouver les questions. Ce qui est le premier pas de toute démarche scientifique. Bien sûr, mais c'est un jeu, finalement, cette projection dans le futur ou dans d'autres dimensions intellectuelles, si j'ose dire, qui sont plus strictement scientifiques, quand on parle de dimensions supplémentaires, quand on parle d'univers multiples, on reste dans la science, mais comme dans une science très spéculative. Je suis tout à fait d'accord avec Mathéo, c'est un jeu scientifique qui permet en fait de voir si on se pose les bonnes questions et de tester la cohérence interne des propositions et de la théorie plus assise, que l'on considère comme plus assise. Elle peut aboutir par des extrêmes, en la tirant à des paradoxes, à des extrémités telles qu'on se dit, finalement, elle a des problèmes. Ça soulève un problème qui n'apparaissait pas explicitement avant. D'accord, donc la frontière entre science et science-fiction, sur certaines thématiques scientifiques, elle est relativement poreuse. Elle est poreuse, en fait, absolument. Et dans vos recherches à vous, parce qu'on ne les a pas évoquées, donc vous êtes chercheur en cosmologie, est-ce que vous identifiez ça comme une thématique qui est justement à la limite, qui peut se comprendre aussi en termes de science-fiction? En cosmologie, la grande difficulté, c'est que il faut construire un modèle scientifique, un scénario qui rend compatible ce que vous savez de la physique d'ici et maintenant, ce que les gens font en laboratoire, sur Terre maintenant, et des observations qui sont partielles et de mauvaise qualité, dont la qualité s'améliore évidemment grandement avec le temps, mais qui reste toujours partielle en tout cas. Par exemple, vous n'avez, quand vous regardez le ciel, aucune idée des distances des objets que vous regardez, a priori. Et donc la détermination de la distance est un point fondamental de l'astrophysique en général et de la cosmologie en particulier. De ces distances que vous déduisez d'observations et de modèles, donc vous mettez une information supplémentaire a priori dedans, vous avez une idée de la structure de l'univers, des grandes distances, de la taille de l'univers, de l'âge, de son évolution, etc. Et vous construisez... Votre objet, on est d'accord, c'est tout simplement la structure générale de l'ensemble de l'univers. De l'ensemble de l'univers, c'est ça la cosmologie. C'est un objet assez modeste finalement. C'est un objet qui est modeste, oui, mais tu dois rendre modeste en fait. D'abord par sa taille, évidemment, l'univers, au moins l'univers observable, c'est assez grand, il faut le reconnaître, c'est assez ancien, ça a plusieurs millions d'années. Mais surtout, ça a des caractéristiques particulières qui font que ça devrait rendre modeste quand on l'étudie. C'est un objet unique,
En physique, un des moyens, un des points importants de la procédure expérimentale, c'est la reproductibilité des expériences. C'est que quelqu'un qui fait une expérience, qui voit un truc bizarre, c'est bizarre, mais si quelqu'un voit le même truc bizarre, si 50 équipes voient le même truc bizarre, indépendamment les uns des autres, alors ça devient un fait scientifique. S'il n'y a qu'une seule personne qui voit un truc bizarre, c'est bizarre. Et on est content pour vous, mais il faut justifier votre bizarroïde, donc cette chose bizarre. Donc en cosmologie, il n'y a qu'un seul univers, il n'y a pas de reproductibilité. En plus d'être dedans, alors qu'en physique, en général, même en biologie, en général, on est à l'extérieur. On imagine qu'on est comme à l'extérieur du système, sans interaction sur le système. Bon, la mécanique quantique et d'autres disciplines auraient des choses à dire là-dessus, mais le point de vue premier, c'est on est extérieur au système et on l'étudie sans le perturber, ce qui est encore discutable. D'accord. Donc là, dans l'univers, on est à l'intérieur. Ce qui n'est pas votre cas. On est à l'intérieur. C'est pas le cas des sociologues non plus qui étudient évidemment, bien sûr, bien sûr, dans le cas des sociologues, ce serait tout à fait juste. Et puis le troisième point, c'est que vous voyez cet objet unique de l'intérieur, vous voyez que d'un seul point de l'espace-temps. Vous êtes sur Terre maintenant. Alors bien sûr, vous pouvez aller à Buenos Aires, vous pouvez aller au pôle Nord, ça ne changera rien aux échelles de l'univers. Vous pouvez même aller sur Mars ou sur Pluton, ça ne changera rien, vous aurez le même point de vue, même si les distances vous paraissent considérables, aux échelles de l'univers, elles sont ridicules. Vous pouvez observer continuellement pendant 100 ans, vous faites des efforts pour vivre 100 ans, une vie scientifique active, ce qui est déjà pas mal, et vous verrez que d'un seul point temporel, 100 ans, c'est ridicule par rapport aux milliards d'années. Donc c'est un objet très particulier, la cosmologie, qui nécessite d'avoir une créativité interne, peut-être un peu trop extrême parfois, mais qui nécessite d'ajouter des choses pour pouvoir élaborer ces scénarios. Alors on va revenir sur les utilisations possibles de la science-fiction dans des contextes de médiation scientifique. Vous nous avez cité deux façons de l'utiliser. La première, c'est un prétexte pour parler de science. La deuxième, c'est de dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça devienne possible. Alors est-ce qu'on ne peut pas aussi utiliser la science-fiction, des contenus de science-fiction, pour aller parler non plus des contenus scientifiques, mais de la démarche scientifique elle-même. Voilà, c'est le troisième point quand je soulevais l'ordre zéro, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ce qu'on voit dans ces films ou dans ces œuvres. La deuxième chose, c'est quelle enquête je peux mener sur ces œuvres pour me dire comment je ferai la même chose. Enquête qui peut aussi aboutir à quelle est la taille de l'étoile de la mort, quelle est, je ne sais pas, les dimensions de la planète Pandora dans le dernier film d'Avatar. Voilà, on peut avoir des informations qui ne sont pas données explicitement dans le film. Et le troisième niveau, qui me paraît extrêmement intéressant que vous soulevez là, c'est montrer au public, et moi particulièrement à des adolescents, disons à des étudiants, comment un cerveau physicien s'empare d'un problème mal posé. Mal posé, ça veut dire, voici le DVD d'Avatar, question, vous avez 1 heure, trouvez-moi la taille de Pandora. Et c'est dit évidemment explicitement nulle part. C'est un problème mal posé parce que c'est pas comme ce à quoi les étudiants sont habitués. Première partie, question 1, petit ABC, question 2, ABC. Tout est découpé, tout est tranché, tout est moulu, tout est digéré. Là, ça se pose exactement comme en science. On se pose une question, on ne sait pas si elle a une solution ou plusieurs. On ne sait pas les informations dont on aura besoin, des valeurs numériques, les informations, les quantités dont on aura besoin a priori. Et on ne sait pas quel sous-problème il va falloir résoudre pour éventuellement aboutir à une ébauche de réponse. Donc ça montre par l'exemple comment un cerveau scientifique, et particulièrement physicien, s'empare d'un problème mal posé pour essayer d'y apporter une réponse avec des hypothèses, avec des oukases. On dit je vais supposer telle chose, et puis je vais voir ce que ça donne. Je vais injecter telle valeur numérique que j'ai pas, et je vais voir ce que ça donne. Et donc ça ouvre immédiatement la possibilité de la critique. Et donc ça montre aussi que la science se construit par la critique de soi-même, son autocritique, si j'ose dire, et la critique de ses pairs, la critique d'autres personnes, de toute personne qui, voyant votre démarche, va dire « Ah ben là, moi je suis pas d'accord, j'aurais mis ça, etc. » Et donc la science se construit aussi par le débat. Ok, donc là, ce que vous transmettez, ce que vous cherchez à transmettre, c'est plus de la science en train de se faire, c'est un peu tout ça à la fois, voilà. C'est un peu tout ça à la fois. C'est à la fois des connaissances scientifiques et en même temps la science en train de se faire. Comment procède la science pour examiner le réel, qui est vraiment le sujet le plus important. C'est pas Star Wars ou Avatar, évidemment. Quatre hommes étaient partis dans les maëlströms hurlants de Jupiter et n'étaient pas revenus. Ils avaient détalé, le ventre rasant le sol, leurs flancs luisant sous la pluie. Car ce n'était pas sous la forme humaine qu'ils s'en étaient allés. Il avait fallu aux biologistes plus de 3 ans de recherche pour rassembler des connaissances sur les dromeurs, la forme de vie la plus élevée sur Jupiter, afin que l'homme puisse un jour évoluer sur Jupiter sous cette forme. Ken Fowler sentit qu'il ne pourrait plus envoyer d'homme à la mort. Il abaissa une clé du téléphone. Miss Stanley, tenez-vous prête à faire passer 2 autres sujets au convertisseur. Vous n'avez pas peur de finir par être à court de victimes?
L'un des sujets sera un chien. Un chien? Oui, Towser. Votre propre chien? Alors qu'il est depuis des années avec vous? Justement, Towser serait malheureux si je l'abandonnais. Vous êtes sur AligrefM 93.1. Si vous êtes vraiment fan de science-fiction, vous avez peut-être reconnu des bouts du très très beau roman de science-fiction Demain les chiens de Clifford Simak. Petit bout spécialement mixé pour l'occasion par Alexandra Forestier et Étienne Chavarro. Alors Charles Le Cellier, Demain les chiens, vous connaissez, vous l'avez lu? Oui, ça fait longtemps. Donc ça fait un... J'ai plus trop de souvenirs. Ça fait partie des grands classiques. Vous inquiétez pas, je vais pas vous poser des cols sur Demain les chiens. Alors, Charles Le Cellier, vous êtes passionné de science-fiction, vous êtes chercheur en biologie moléculaire au CNRS, alors on va essayer de voir comment vous arrivez à marier les deux. Mais avant tout, ça n'aura échappé à personne, des choses sont en train d'émerger, de frémir dans les laboratoires. On parle de biologie synthétique, de convergence entre différentes disciplines, les nanotechnologies d'un côté, la biologie, l'informatique, les sciences cognitives. Alors ça, c'est plus connu sous le terme de convergence NBIC. Charles Le Cellier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel est votre regard là-dessus, sur ce qui est en train de se passer? Alors en fait, disons que ce qui est en train de se passer, c'est que la science rejoint la science-fiction, on dirait. C'est-à-dire que typiquement dans le rapport NBIC, donc, qui a été commandé par la National Science Foundation aux USA, et qui a pour but en fait de proposer au gouvernement des nouvelles stratégies scientifiques. En fait, ce qui est proposé là, c'est essentiellement d'améliorer les performances humaines en faisant converger donc 4 disciplines qui sont les nanotechnologies. Donc après, à savoir qu'est-ce qu'on met derrière tout ça, la biologie, les sciences cognitives et l'informatique. Et donc le but, c'est notamment d'améliorer les performances humaines. Donc ça fait appel à, par exemple, des nouvelles prothèses, des nouveaux implants. Et donc là, on rentre dans des scénarios de science-fiction. Et donc ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect, c'est ce qu'on a vu, par exemple, en juin dernier, quand Craig Venter a créé une nouvelle souche de bactéries. Donc pour les gens qui connaissent pas, en fait, c'était un papier qui est paru dans Science. Et en fait, ce qu'a fait Craig Venter, c'est qu'il a pris une bactérie naturelle qu'il avait déjà modifiée il y a quelques années, mais surtout, il lui a mis un chromosome qui a été créé 100% chimiquement. C'est-à-dire que cette bactérie, en fait, ne fait que porter un ADN que l'homme a créé chimiquement. Et donc, certains titres, d'ailleurs, des gens... Donc, forcément, ces travaux ont défrayé la chronique partout dans le monde, et ça continue d'ailleurs encore. Et certains titres, c'était les scientifiques ont recréé la vie. D'accord, ça fait partie de la politique des communications de Craig Venter, qui est assez habitué au sensationnalisme. Voilà, faut savoir que Craig Venter, quand même, c'était lui qui était aussi PDG de Celera, qui était donc l'entreprise qui est concurrente du Consortium international pour séquençage du génome humain. Donc c'est toujours quelqu'un qui a été à la pointe en termes de biologie et qui ne se cache pas d'ailleurs que la biologie est une manne pour faire des affaires. Donc typiquement, que ce soit le séquençage génome humain ou la biologie de synthèse, il ne se cache pas que derrière, il y a des projets biotechnologiques et des exploitations économiques de la biologie. D'accord, on peut aussi faire des affaires avec. Absolument. Alors on comprend bien, on a affaire à un changement du rapport de l'homme à la nature, tout simplement, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous trouvez que le grand public est associé, suffisamment associé à ces questions-là? Alors le constat, donc il est à mon sens non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le public n'est pas associé. Ça s'est vu par exemple avec l'année dernière le débat sur les nanotechnologies organisé par la Commission nationale du débat public. En fait, le bilan, ça a été qu'on a plus parlé de science que de débattre sur les conséquences des nanotechnologies, c'est-à-dire qu'en gros, la CNDP, la CPDP pour le coup, c'est commission particulière du débat public, c'est-à-dire que le CNDP est organisé en commission particulière, et donc là, la commission particulière sur les nanos. Et donc là, l'objectif, c'était de mettre en débat les applications des nanotechnologies, mais le bilan, c'est qu'en fait, on a plus expliqué ce que c'était que les nanotechnologies plutôt que de le mettre en débat. Et donc là, clairement, alors que la CNDP a pour but de faire participer le public aux orientations scientifiques sur tout un tas d'aspects, ça peut aller de la pose d'éoliennes dans telle région jusqu'aux nanotechnologies. Et donc là, on a vu que le débat a été raté, on va dire. Donc aujourd'hui, il est important de trouver des nouveaux outils qui pourraient faciliter la mise en débat des nouvelles technologies, en particulier
pour la biotechnologie, puisque ça a des conséquences directes sur la vie de tous les jours, et qu'on ne mesure pas bien, en fait. D'accord. Alors, des nouveaux outils, vous pensez à quoi ? Qu'est-ce que vous avez à proposer ? Alors forcément, donc, vu le thème du jour, moi ce que je propose c'est la science-fiction. Parce qu'en fait, donc, ça a été évoqué, c'est vrai qu'à la fin du 19e, on était très... donc il existait, c'est les œuvres de Jules Verne, ce merveilleux scientifique, donc il y avait un espèce de fantasme autour de la science. Et puis petit à petit, dans les années 30, donc d'ailleurs c'est dans les années 30 qu'a été créé le terme science-fiction, donc par Hugo Gernsback. Et en fait, là on a vu apparaître il y a un changement de style dans la science-fiction, c'est-à-dire qu'on est passé donc de ce merveilleux scientifique à un regard beaucoup plus critique de la science. Donc ça, c'est par exemple l'apparition des premières je voudrais vexer personne, mais il y a au XXe, il y a eu des contre-utopies, des dystopies majeures. Je vais vexer personne parce que Thomas More en a écrit une bien avant ça, et c'était aussi magnifique. Enfin, c'était du même ordre. Mais donc disons que par exemple, il y a Aldous Huxley qui a écrit le meilleur des mondes dans les années 30. Donc vraiment à un moment où l'eugénisme était considéré comme une possibilité de développement de société fondée donc sur la notion de gène et donc donc là donc il faut savoir en plus que Huxley il était vraiment au fait de l'événement, puisque son frère était lui-même un théoricien de l'eugénisme, donc c'était Julian Huxley. Et donc ce qu'a fait Huxley, c'était d'ouvrir la porte à un regard critique sur des théories scientifiques. Donc là en l'occurrence c'était l'eugénisme. Et ensuite ça s'est développé, disons, tout au long du XXe siècle. Et ça a même contribué, à mon sens, à l'essor de la science-fiction. Et donc, en fait, la science-fiction, elle est essentiellement importante pour moi, c'est par son regard critique. C'est-à-dire que, sans que ça ait été un peu évoqué par Roland, c'est-à-dire la science-fiction, elle pose des questions aussi sur les conséquences de société, d'une innovation technologique, d'une théorie scientifique. Et c'est cet aspect-là que nous, on veut mettre en débat. Enfin, exploiter pour mettre en débat la science, c'est-à-dire proposer une opinion, en fait. Donc l'œuvre de science-fiction va proposer une opinion, donc forcément... Donc simplement un futur possible. Un futur possible, absolument. Face à une opinion, la réaction naturelle, c'est de réagir à cette opinion, et donc d'amorcer un débat de cette manière, en fait. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple d'action de médiation scientifique qui utilise ce ressort-là, donc cette science-fiction comme point de départ dans la discussion sur les questionnements des futurs possibles ? Alors en fait, donc, personnellement, je le fais moi avec des étudiants en licence et en doctorat. Donc au cours de leur formation, on leur propose de mettre un peu en débat la biologie moléculaire via la science-fiction. D'accord, donc ça, ce sont des étudiants scientifiques. Donc ça, c'était leur poser un autre regard, mais ça suscite aussi des débats au sein des scientifiques. L'autre initiative qu'on a, c'est donc vis-à-vis du public, c'est qu'on a monté donc sur Nîmes, Montpellier et Carcassonne un festival qui s'appelle Science en Fiction, et dont le but justement, c'est de mettre les sciences en débat, en utilisant la science-fiction. Ok, alors donc très pratiquement, vous faites comment ? Vous passez des films et puis ensuite vous faites discuter les gens ? Absolument. Comment ça se passe, une séance comme ça ? Absolument. Donc l'idée c'est qu'on a, donc ça se passe en soirée, on a une projection d'un film de science-fiction. Et derrière, une conférence débat. Alors, en règle générale, cette conférence débat, elle regroupe des chercheurs de différentes disciplines, parce qu'il y a quelque chose qui nous semble important, c'est d'associer plusieurs disciplines. C'est-à-dire que typiquement, si une œuvre de science-fiction parle de biologie, on ne va pas uniquement inviter des chercheurs en biologie. On va essayer d'inviter, on va inviter des philosophes, des sociologues, des historiens qui vont amener un autre regard et qui vont aussi participer donc, au développement du débat, en fait. D'accord. Alors, bon, il y a plusieurs pistes de recherche dans ces débats sur les questions chaudes entre sciences et société. Il y a des conférences de consensus, des choses comme ça. Quels sont les atouts spécifiques de la méthode que vous exposez, de la science-fiction dans ces débats-là, pour ouvrir les questions ? Alors, moi, j'en vois deux. C'est-à-dire que le premier, c'est le plus évident, c'est l'accessibilité de la science-fiction. C'est-à-dire que on a tous, si on demande à n'importe qui
donnez-moi une œuvre de science-fiction, on est tous capables de répondre à cette question. Donc ça peut aller d'une œuvre très classique de Le meilleur des mondes jusqu'à Avatar ou Inception. Ou, voilà. Donc c'est quelque chose de très accessible. Donc c'est une opinion qui est, disons que la science-fiction véhicule des opinions qui sont largement répandues dans la société. Et en plus, ça touche même des choses auxquelles on ne pense pas, y compris le jeu vidéo, etc. Ah, d'accord, la et donc science-fiction vient se nicher aussi là. Absolument. Ouais. Donc typiquement, les étudiants, donc en particulier ceux de licence, nous montrent qu'à travers les jeux vidéo, on peut aussi parler de science-fiction et de science. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'accessibilité. Donc autant on peut être inhibé face à la science, mais par contre, face à la science-fiction, il n'y a pas ce phénomène de c'est pas pour moi, j'y comprends rien. Voilà. Et l'autre chose, c'est donc de mettre en débat la science. Et donc, j'ai perdu mon... C'est de ma faute, je vous ai interrompu. Et donc, mettre en débat la science, les énoncés de science-fiction soumettent des futurs possibles. Oui, c'est ça. Voilà, et donc ça... C'est ça. C'est donc aussi un bon outil de débat. En fait, voilà. L'autre aspect, c'est que typiquement sur des questions comme la convergence NBIC ou la biologie de synthèse, on n'a pas encore vraiment d'innovation technologique auquel le public est confronté. C'est-à-dire que, donc après, le débat, c'est heureusement ou malheureusement, mais on n'a pas encore de développement, on va dire, technologique dans notre vie de tous les jours de ça. Okay, donc ça veut dire qu'on devrait se prononcer sur des choses qui n'existent pas. Absolument. Donc, c'est-à-dire que en fait, comme très souvent ce qui fait débat, c'est l'innovation technologique. Donc on l'a vu par exemple avec les nanos. En règle générale, pour mettre en débat les nanos, ce qu'on va dire, c'est acceptez-vous d'avoir des chaussettes avec du nano-silver pour éviter de les laver. En fait. Voilà, ça c'est typiquement comment on amorce un débat sur les nanos. Et en termes de biologie de synthèse ou de convergence NBIC, on n'a pas encore ces innovations technologiques. Donc il faut les trouver ailleurs. Et la science-fiction, elle fournit en fait des innovations technologiques, ou au moins des sociétés dans lesquelles on peut exploiter cette convergence NBIC ou la biologie de synthèse. Et elle fournit donc un regard critique sur ces sociétés. Et c'est cet atout-là qu'on va exploiter dans le débat. D'accord. Okay. C'est-à-dire qu'on va placer on va essayer de anticiper en fait un débat pour éviter des blocages qu'on a vus par exemple sur les OGM ou sur les nanos par exemple. C'est-à-dire que une analyse qu'on pourrait faire, c'est qu'aujourd'hui le conflit qui oppose faucheurs et scientifiques pro-OGM, c'est un regard sur la nature qui est complètement différent. Et donc, on n'est plus dans un débat scientifique, on est dans un débat de société. Et donc, ce qu'on essaye de proposer, c'est justement d'anticiper ce débat de société de manière à orienter les stratégies scientifiques de manière un peu plus démocratique. Voilà. Alors, on a bien compris le principe, la méthode. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que la méthode marche? Et quel type de réaction vous rencontrez dans des séances comme ça, de cinéma suivies de discussions? Est-ce que les gens sont réceptifs? Alors, le festival dont on a parlé tout à l'heure, la première édition aura lieu au printemps 2011. Donc, j'ai pas encore un regard statistiquement, on va dire, significatif. En revanche, ce que je vois, c'est à travers des initiatives un peu similaires, ponctuelles, auxquelles j'ai pu participer. Il y a deux attitudes. L'une, c'est de dire vraiment, je me rendais pas compte que on était aussi proche de la science-fiction, que demain, on allait me proposer de mettre des implants dans mon cerveau, des puces électroniques, etc. Donc ça, c'est la découverte, on va dire. Donc là, on retombe dans l'idée d'information. Mais l'autre regard qui est un peu plus intéressant, c'est oui, mais d'accord, là vous nous prévenez de dérives de certaines innovations technologiques, mais qu'est-ce qui se passe si nous, on va bloquer ces développements technologiques? Donc c'est par exemple des initiatives qui sont prises par le Conseil, le CCNE, donc le Conseil consultatif national d'éthique par exemple, qui va empêcher de travailler sur les cellules souches humaines par exemple. Donc, et qu'est-ce qui va se passer si nous on bloque ça? Que vont faire les autres pays? Si eux ils vont contribuer aux avancées et nous on va être dépassés par ces avancées technologiques et on ne sera plus dans la course etc. Donc en fait les deux
opinions, disons, qui ressortent de ça. C'est une opinion qui va être, on va dire, de découverte des conséquences de certaines recherches scientifiques, et l'autre, ça va être un espèce de scientisme, on va dire, c'est-à-dire une foi dans le progrès scientifique qui va nous sortir du marasme. D'accord, scientisme qui a l'air de vous étonner, presque de vous décevoir. C'est pas une réaction à laquelle vous vous attendiez, a priori, en organisant ce genre de choses? Ben non, parce que disons que tout le XXe siècle a quand même été marqué par des exemples de dérives catastrophiques des avancées scientifiques. Alors je ne veux pas non plus tenir un discours technophobe, hein, attention, parce que je me tirerais une balle dans le pied. C'est bien noté. Mais disons que le public a été confronté à différentes dérives technologiques. Donc la plus dramatique, c'est certainement les bombes atomiques, mais en plus de ça, même en biologie, on a eu les thalidomides, on a eu le sang contaminé, on a eu la vache folle, on a eu... Et donc, de fait, je m'attendais à ce que le public soit un peu moins, comment dire, un peu plus prudent sur les avancées scientifiques. Et par exemple, si on reprend, puisque c'est de saison, si on reprend le vaccin grippe, l'année dernière, c'est typiquement une réaction, on va dire, classique, ou du moins attendu par rapport au développement technologique du XXe siècle et aux dérives qu'on a pu voir. Ce qui s'est passé vis-à-vis du vaccin H1N1 et le fait que les gens n'ont pas voulu se vacciner, c'était attendu. Enfin, selon moi, c'était attendu. On ne fait plus confiance comme ça au public. Donc fort de ça, je me disais, ok, on ne fait plus confiance aux scientifiques. Mais d'un autre côté, quand on organise ça, on attend de la science qu'elle nous sorte de la crise, elle relance la croissance, etc. Et donc ça, c'est assez étonnant pour moi, en fait. C'est une espèce de paradoxe. Donc il y a vraiment des rapports complexes à la science, voilà. Clairement. Il s'attendait à trouver un enfer de pluie ammoniacale et de brumes toxiques. Il ne pensait pas que les rafales de pluie se réduiraient aux proportions d'un léger brouillard pourpre, passant comme une ombre fugitive au-dessus des prairies d'un rouge violacé. Fowler attendit Towser tout en fléchissant ses muscles, surpris de la force qu'il découvrait à ce nouveau corps de Dromer, fonctionnant à l'ammoniac et à l'hydrogène, et qui était maintenant le sien. Il allait appeler le chien, mais c'était impossible. Il n'avait pas d'organe pour parler. Comme un flot boueux, il sentit la terreur déferler sur lui. Et soudain, il prit conscience de Towser. Il sentit intensément l'amitié profonde que lui portait le chien. Il lui sembla que Towser était venu un instant s'asseoir dans son propre cerveau. Salut Towser. Je me sens bien, comme quand j'étais un jeune chiot. Mais tu me parles? Bien sûr. J'ai toujours parlé, mais tu ne pouvais pas m'entendre. Je le regrette. Bah, n'y pense plus. On fait une course? Le premier arrivé à la falaise. Vous êtes toujours sur Aligre FM à l'écoute de Recherche en cours, une émission aujourd'hui consacrée à la science-fiction. C'est très très rafraîchissant, ces petites virgules de Demain les chiens. Troisième partie de cet entretien avec cette fois Matteo Merzagora, mais Roland Lehoucq, Charles Le Cillier, n'hésitez pas à intervenir pendant cette troisième partie de l'entretien. Donc Matteo Merzagora, vous êtes consultant en communication des sciences, vous êtes initiateur aussi de projets Sciences et Société, vous écrivez des livres, vous avez une longue expérience de radio également. Et vous êtes, alors j'essaie de faire court un long CV, mais vous êtes également directeur scientifique du groupe TRACE. Alors est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce qu'est le mystérieux groupe TRACE? Oui, juste deux mots. C'est un groupe qui est à la fois un groupe académique, l'ENS de Paris, et une association de gens, de chercheurs, et des praticiens, des gens qui font de la médiation scientifique. On essaye de briser un peu les barrières entre ce qui est la recherche à l'intérieur des murs de l'académie et ce qui est la pratique dans les métiers, les gens qui sont payés pour faire quelque chose, pour produire jour par jour. Et sur ça, on met des réflexions et des actions en cherchant vraiment de faire de la médiation scientifique, en réfléchissant à qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les implications de ce qu'on fait. On vient de lancer un manifeste sur la médiation scientifique. Je peux dire le site? Oui, bien sûr. www.revolutions.eu.
On a essayé de lancer certaines provocations sur la médiation scientifique. Donc, la faire en réfléchissant ou bien réfléchir pour trouver de l'innovation dans la médiation scientifique. Ok, donc c'est pas juste un think tank, c'est un think and do tank. Oui, voilà. Oui, on a découvert que ça existe, cette définition, on l'adopte bien. Ça vous plaît bien. Alors, Matteo Berzegara, vous avez une autre particularité, c'est que quand vous regardez un bon gros nanar, hein, genre Spider-Man ou Hulk, vous mettez pas votre cerveau sur off comme tout le monde, hein, mais au contraire, vous allez guetter très très attentivement les apparitions de la science dans ces films. Alors expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Disons que mon approche... après, je voudrais revenir sur certaines des choses qu'on a été dites, que je me retrouve beaucoup dans ce que Charles et Roland ont dit. Mais disons, je voudrais rajouter une couche sur les différentes façons dans lesquelles on peut utiliser la science-fiction et, je dirais, les narrations en général. Mon intérêt, ce n'est pas spécifiquement la science-fiction, mais la façon de raconter le monde. C'est ce que tous les films, le cinéma fait, et aussi la science-fiction. Partir du monde pour les raconter, pour soit mieux le comprendre ou s'éloigner, si on a envie de s'en aller. Et donc, dans les différentes façons dans lesquelles on peut utiliser les narrations et la science-fiction pour comprendre, dans la médiation scientifique, il y a celui de comprendre le public. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Les cinémas populaires, les cinémas grand public, ont un objectif, que le public va le voir. Pour que le public va le voir, les auteurs et les producteurs de ce monde savent très bien comment toucher les cordes sensibles de la sensibilité, les émotions du public. Ils sont filtrés par ça. Leur succès professionnel dépend du fait de satisfaire un public. Ils ont été sélectionnés pour ça. Ouais. Voilà, oui, sinon ils ont changé de métier avant. Et ils ont un nez incroyable pour ça. Spielberg est quelqu'un qui sait comprendre, c'est sous la pointe de ses doigts qu'il le comprend. Ça. Et donc, il faut les regarder très bien, parce que pour satisfaire ses publics, il les comprend. Alors, quand on vient aux sciences, regardez les films grand public, regardez quel type de science ils ont mis en scène, quelle image du scientifique, où ils l'ont placé, quel est son métier, comment il est habillé. Ça permet de lire, de comprendre les rapports du public vis-à-vis de la science. C'est en gros un outil sociologique très très puissant qui nous dit beaucoup de choses, souvent beaucoup plus que les sondages ou ce genre d'analyse, sur ce que le public pense. Parce qu'il y a derrière cette nécessité matérielle de gens qui sont hors métier s'ils ne font pas bien. Les sociologues ne perdent pas leur métier s'ils se trompent de sondage. Je parle aux sociologues qui est ici. Les metteurs en scène, oui. Et voilà une provocation typique. Le sociologue n'a pas nécessité de résultats. Alors, Matteo Berzegara, est-ce que vous aviez des exemples pour illustrer ça, pour nous montrer que la méthode marche? Oui. Malheureusement, je ne peux pas vous renvoyer vers un livre que j'ai écrit en italien et pas en français sur ces domaines. Mais je veux plusieurs exemples, mais comme ça a été cité Avatar, je prendrai celui-là. Donc, une des possibilités, c'est de se demander, à partir du film Avatar, quelle est la taille du film en regardant la gravité, les images qu'on a dans les films. Mais une autre chose, c'est de dire, bon, c'est un film où quand même il y a des scientifiques. Le personnage de Sigourney Weaver, c'est une scientifique, c'est une biologiste, elle s'appelle Grace Augustine, un nom qui dit beaucoup de choses, hein. C'est la Grâce et Saint-Augustin, il y a dedans, donc c'est ce qui fait comprendre, pardon la parenthèse, les niveaux auxquels Avatar est un film d'intégrisme religieux de droite. Mais fermez la parenthèse. C'est dit. C'est dit. Et donc, on se demande qu'est-ce qu'elle fait, qui est-elle? Elle est une biologiste qui s'occupe de faire de la recherche fondamentale sur l'écosystème de Pandora. Pour qui elle travaille? Elle travaille pour un chef d'entreprise qui est intéressé seulement à exploiter un certain minéraux qui est là. Comment elle change d'avis par rapport à sa position initiale qui est de chercheur qui ferme les yeux par rapport au monde qu'elle explore à entrer en syntonie avec le monde parce qu'il y a une intervention des militaires qui commencent à détruire ce monde. Donc on a une situation qu'on retrouve très très souvent dans les films de fiction et de science-fiction où on a un scientifique qui est animé par des intentions très bonnes et qui, à un certain moment, ces intentions tournent mal, ont des problèmes parce qu'il se mêle avec l'argent, l'exploitation commerciale, ou avec les militaires, l'exploitation militaire. On le voit dans Zulk, il y a plein de films qui se déroulent sur le même canevas. D'accord, donc au départ, le scientifique est bon, mais il est perverti par l'argent, par les militaires. Exactement. Allons lire les sondages européens et Eurobaromètre.
les citoyennes européennes trouvent que les scientifiques sont parmi les personnes qui sont dignes de notre plus haute confiance. Si on demande à qui vous faites confiance au peuple européen, il nous dit avant tout, c'est les médecins et les scientifiques et les ingénieurs. Les politiciens, les journalistes aussi sont très 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 bas. Après, on leur demande, mais si on sépare et on vous dit les scientifiques qui travaillent pour un labo public ou les scientifiques qui travaillent pour une industrie ou les scientifiques qui travaillent pour les militaires, là, la chose tombe complètement. Les scientifiques qui travaillent pour les universités ou les labos publics restent en haut de notre préférence. Ouais. Les moments où ils se mêlent avec l'argent, ils tombent très 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 bas dans la confiance. Donc on voit qu'une narration typique utilisée dans les films de fiction, c'est une photocopie de ce qui a été obtenu par des sondages scientifiques très, très précis sur les opinions des Européennes face aux sciences et technologies. D'accord, donc clairement, l'outil marche, fonctionne. Oui, il ne faut pas trop le pousser. Hein. Il ne faut pas regarder des films, regarder des narrations. C'est toujours, chaque film a son individualité. On ne peut pas trop généraliser, mais on peut utiliser ces regards, regarder les films de fiction, regarder des extraits des films de fiction. C'est un travail qu'on fait, que j'aimerais, si on a le temps, raconter un instant. Et ça permet de stimuler, de comprendre mieux, de raisonner. Ce n'est pas des conclusions scientifiques. Hein. C'est pas les études précises, c'est une autre chose. D'accord. Alors, est-ce que la méthode peut marcher aussi en remontant dans le temps, en allant voir des films plus anciens, et est-ce que ça nous dit aussi des choses sur notre évolution de la perception des sciences de la même façon? Oui, sans doute. Pardon. Là aussi, faut pas être trop schématique, mais disons quelque chose qu'on voit très bien en analysant la production de films où il y a des personnages des scientifiques dans l'histoire du cinéma. On voit très bien, c'est ce dont on en parlait même avant, une politisation de la façon de présenter la science. Les scientifiques de films avant la guerre, disons, c'est presque toujours des gens seuls qui travaillent seuls en cherchant d'être seuls. Normalement, ils travaillent dans un château, ils travaillent sur une île, l'île de Dr Moreau, le château de Frankenstein, et donc il met en scène une isolation, une barrière par rapport au reste du monde. Dès qu'on on va dans les films plus récents, on voit presque toujours les scientifiques qui se présentent dans ces interactions avec d'autres acteurs sociaux. Dans Le jour d'après, par exemple, le film d'Emmerich sur le changement climatique, la première scène, Dennis Quaid, le protagoniste, il parle en réunion de l'ONU, des Nations Unies, où quelque chose qui pourrait ressembler au GIEC présente les conséquences du changement climatique. Le premier dialogue, c'est avec le vice-président des États-Unis. Et donc, on a vu vraiment dans l'évolution du portrait du scientifique, on le plonge de plus en plus dans la société, ce qui correspond à une façon de penser la médiation scientifique que Roland et Charles ont déjà beaucoup abouti. Une chose intéressante qui est corrélée avec ce que dit Mathéo, c'est on pourrait se poser la question, imaginons des extraterrestres ou des humains dans un futur lointain qui n'ont sous la main que les films de science-fiction produits par l'humanité, est-ce qu'ils peuvent reconstruire, se faire une idée des sociétés qui ont produit ces films? Et donc c'est un peu peut-être je me demande, mais j'ai l'impression que ces films, Mathéo les utilise comme un miroir de nos sociétés, et peut-être aussi plus pertinent et plus efficace peut-être parfois que faire un sondage ou que discuter avec 3 personnes, et qu'on pourrait se demander si on pourrait faire cette archéologie du futur en prenant uniquement ces films-là comme point de départ de la réflexion. Comme miroir. Charles, alors non, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Roland, c'est qu'en fait ça a été fait en fait. C'est un nanar, ça s'appelle Galaxy Quest, mais ça a été fait en fait. Ce sont des extraterrestres qui ne trouvent que ils ont les vidéos, une série, télévisée. Ah oui, c'est Star Trek. Ils pensent que ces gens sont et ils pensent que les gens sont vraiment super puissants de ça, alors qu'en fait c'est... Et ils leur demandent de sauver leur monde, etc. Exactement, c'est ça a été fait. On mettra la référence à site de recherche en cours. Galaxy Quest. Une dernière question à tous les trois. On vient de voir que, même sans le vouloir, la science-fiction nous dit des choses sur notre perception de l'activité scientifique. On a vu aussi que, bien sûr, la science-fiction s'inspire de la science. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que la science et les technologies, en général, sont influencées par la science-fiction? Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent? Charles de donc c'est peut-être que Roland pourrait peut-être plus en parler que moi, mais ce qui est certain, c'est que l'Agence spatiale européenne, par exemple, a eu un projet, donc il y a eu un rapport qui s'appelle Innovative Technology from Science Fiction, je crois, et qui en fait recense les développements technologiques dans les œuvres de science-fiction, des développements technologiques que l'agence peut ou pourra développer.
Donc ça on trouve ça sur le site de l'Agence spatiale européenne, donc ça existe. Par exemple, quel genre de développement l'ascenseur spatial, non, ça fait pas partie. C'était plus dans les histoires de combinaisons, enfin de ce que j'avais lu du rapport, c'était dans les textiles utilisés dans les combinaisons spatiales, ce genre de choses. C'est aussi dans les usages, c'est aussi beaucoup dans les usages de technospatial, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce que font ces gugus qui vont dans l'espace, qu'est-ce qu'ils font et de quoi ils ont besoin finalement pour faire leurs aventures. Est-ce que nous, ça pourrait pas motiver des recherches pour créer ces objets ou pour créer les outils pour satisfaire des besoins qui ont l'air pratiques, enfin, des choses qui ont l'air bien, donc on va le faire. On va tenter de faire le coup. Donc clairement, la communication alors, il y a des échanges bidirectionnels. C'est souvent la science-fiction qui pioche dans la science, et dans ce sens-là. C'est moins souvent dans l'autre sens. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a beaucoup de scientifiques qui viennent à la science par la science-fiction. Par la science-fiction, d'accord. Donc décidément, il y a un certain nombre de liens. Matteo Berzagora, Roland Lehoucq, Charles Le Céli, on arrive à la fin de cet entretien. Un grand merci à tous les trois de nous avoir accompagnés ce matin, mais vous restez avec nous pour la fin de l'émission. Fowler suivit Towser. Tout en courant, il lui sembla entendre une musique. Et il comprit qu'elle venait d'une cascade. La musique, c'est la cascade qui la produit. Ce sont les vibrations du liquide. Mais Towser, tu ne connais rien de vibrations? Ça m'est venu tout d'un coup. Ça t'est venu? Et brusquement, une formule se présenta à son esprit. Un procédé qui permettrait au métal de supporter la pression de Jupiter. Abasourdi, il contempla la chute d'ammoniac, et aussitôt, son esprit embrassa les multiples couleurs et les replaça dans l'ordre exact qu'elles occupaient dans le spectre. Cela lui était venu brusquement, car il ne savait rien des métaux ni des couleurs. Towser, il nous arrive quelque chose. Oui, je sais. C'est notre cerveau. Nous l'utilisons à plein rendement, jusque dans ses plus secrets replis. Je ne veux pas revenir. On ne peut pas les laisser tomber. Fowler fit quelques pas dans la direction de la coupole, puis s'arrêta. Regagner la coupole, retrouver ce corps souffrant et alourdi, retrouver son cerveau brouillon, sa pensée confuse, les bouches jacassantes, la misère, la vie rampante, l'ignorance. Je ne peux pas revenir. Moi non plus. Le refrain de moi un chien. Et de moi un homme. Vous êtes sur LYFM à l'écoute de Recherche en cours. C'était un dernier petit bout de Demain les chiens de Clifford Simac, remixé par Alexandra Forestier. David, vous avez astucieusement refilé votre tour de chronique à un bon ami de Recherche en cours. Jacques-André, c'est ça? Tout à fait, Jacques-André. Donc là encore un profil intéressant aujourd'hui par rapport aux autres invités, puisque Jacques-André est vidéaste, je dirais agitateur d'idées, je ne sais pas. Il travaille au CNES, donc au Centre National d'Études Spatiales, où il y fait des choses bizarres, d'animation justement, et je crois qu'il essaie de faire résonner l'histoire spatiale dans différents, avec des écrivains, des danseurs, des choses comme ça, c'est assez étrange. Je crois que vous voulez nous parler d'un événement en particulier, Jacques-André, que vous allez organiser avec le CNES. Voilà, enfin je travaille pour le CNES, particulièrement pour la politique culturelle du CNES, c'est-à-dire l'Observatoire de l'espace du CNES. Alors, donc bonjour à tous et puis merci de m'avoir invité pour faire cette chronique assez particulière, puisqu'elle se fait en avant-première de la parution et de la présentation du nouveau hors-série de la revue Espace aux éditions du CNES, Centre National d'Études Spatiales, et intitulé Correspondance Paris-Moscou. On y découvre 10 nouvelles idées inédites qui composent une aventure littéraire exceptionnelle dans le cadre de cette année franco-russe, car elle révèle des regards croisés de 10 écrivains russes et français sur l'histoire et l'espace qui relie ces deux pays. Alors, pour les auditeurs qui apprécient les écrivains comme Chambaz, Claudel, Fleischer, Kodopniki ou Hélène Lenoir, pour ceux ou celles sensibles à la littérature russe à travers ses représentants contemporains de talents comme Bérésine, Essine, Koryolov, Kurchatkin ou Sapkowski, pour les autres qui désirent être séduits et les découvrir sous des jours inattendus, ces écrivains se frottant à cette matière pour la première fois, ouvrez vos oreilles. Ils rencontreront le public lors de la présentation de l'ouvrage le samedi 2 octobre au siège du CNES à Paris, aux Halles, 2 place Maurice-Quentin, dans le premier arrondissement de 17h à 19h le samedi 2 octobre. Et à la fin, dans la mesure des places disponibles, l'ouvrage sera offert à chacun. Alors, spécialement pour les auditeurs de LYFM. Et c'est spécialement pour les auditeurs de LYFM. Alors, de quoi s'agit-il ? Au-delà de l'espace ou des visions politiques porteurs d'espérance souvent déçues, on s'aperçoit que les personnages en jeu se répondent d'un côté et de l'autre aux frontières de la réalité et de la fiction, aidés en cela par le fait sans doute que la réalité soviétique et russe souvent a été décrite comme une fiction et que l'aventure spatiale réelle, évidemment, est un fort attracteur d'imaginaire. Alors si j'ai un peu le temps, je peux peut-être décrire un peu quelques-uns de ces protagonistes. Très vite, choisissez-en.
Alors ceux qui m'ont fait le plus rire, c'est-à-dire deux nouvelles qui vraiment traitent de l'aliénation par blanchiment ou saturation de la mémoire. C'est L'éclair d'Alexei Sapkowski, où une boule de foudre transforme un personnage en détenteur des secrets de l'univers. Ou Rien que des nuages de Philippe Claudel, où un ancien militant français voulant travailler en Union soviétique se retrouve au goulag en train de croire fabriquer des pièces pour l'aventure de Gagarine. Donc ça, c'était très drôle, mais évidemment, il y en a aussi qui sont sur les ressorts tragiques de l'histoire dans les mises en scène des illusions des uns et des autres, et il y en a qui sont sur aussi l'actuelle reconversion des agents du KGB responsables de l'espace dans la vente des biens de l'État, alors au profit de leur propre mafia. Donc vous voyez, le spectre est très très large, et pour en savoir peut-être plus, le site www.cnes, c'est-à-dire cnes-observatoire.fr, est évidemment à votre disposition. Mais je peux aussi répondre à vos questions, et en tout cas, j'espère que vous reviendrez nombreux. Ok, on retrouvera toutes ces références sur le site de Recherche en cours. Très, très rapidement, Roland Lehoucq, vous vouliez nous signaler une exposition à la Villette, une exposition qui va ouvrir ses portes à la Cité des Sciences de la Villette, qui maintenant est fondue dans l'organisme qui s'appelle Univers Sciences, Cité des Sciences et Palais de la Découverte fusionnés en une seule entité. Mais ça se situe géographiquement dans les bâtiments de la Cité des Sciences de la Villette. C'est une exposition qui ouvre ses portes le 21 octobre et qui s'intitule Science et fiction, aventures croisées. Et donc là, on est exactement dans la thématique. On est dans le thème. Il y aura des choses, il y aura de tout. Il y aura à la fois les manuscrits de Pierre Boulle et il y aura les Vipers de Galactica à l'échelle 1. Vous aurez tous les niveaux de la science-fiction et toutes les discussions autour de ces thèmes. Ok, superbe. Mathieu Mazagora, il vous reste 5 secondes. 5 secondes, je voulais faire la pub à un livre que c'est pas à moi, donc je peux. Les Simpsons et la science, une façon d'analyser comment, à travers la série la plus intelligente de dernières décennies, les Simpsons, on peut aussi raisonner sur la science et ses problématiques à partir de questions d'évolution, questions de pollution, questions de maladies neurodégénératives, etc. David, juste une petite chose, donc un petit livre que je voulais vous conseiller qui vient de sortir chez l'Harmattan, qui s'appelle L'obscurantisme, formes anciennes et nouvelles d'une notion controversée, sous la coordination d'Erwan Sommerer et Jean Zagagnaris. Donc un thème qui est important pour, je pense, tous les auditeurs de Recherche en cours. Absolument. Merci à Wissam Melkayer à la réalisation, Alexandra Forestier, merci à vous de nous avoir suivis. Prochain Recherche en cours le 8 octobre.